Effectivement, c'est une présentation express. Le règlement pourrait faire l'objet d'une présentation beaucoup plus détaillée. Je vais vraiment y aller sur les bases. Vous allez voir à la fin, il y a de la documentation qui est disponible sur notre site web si vous voulez creuser des détails. Effectivement, pour finir de me présenter, Laurent Lucier, service de l'habitation. J'ai été le professionnel responsable de ce projet-là pendant 4 ans, donc c'est un projet que j'ai présenté à plusieurs reprises. Je vais commencer avec certains éléments, des petits problèmes de mise en page. Je vois que urbanisme et assujettir ne devrait pas être barré, mais vous allez comprendre quand même. Contexte, d'où vient ce règlement-là? D'abord, c'est parce que le gouvernement du Québec, en 2017, a modifié la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est des nouveaux pouvoirs qui ont été introduits, qui ont permis d'introduire une nouvelle condition à l'émission de permis. Donc maintenant, on peut rendre l'émission de permis de construction conditionnelle à la conclusion d'une entente sur l'offre de logement. On a été les premiers à Montréal à utiliser ce nouveau pouvoir-là. Chambly a été la deuxième ville à le faire. Là, il y a plusieurs municipalités qui regardent en ce moment comment ils peuvent utiliser ces pouvoirs-là. On a des discussions souvent là, avec des collègues d'ailleurs au Québec. En gros, ce que c'est le règlement pour une métropole mixte, vous le voyez, c'est inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est vraiment un règlement d'urbanisme. Et ce que ça fait essentiellement, c'est que ça utilise la construction résidentielle comme levier pour faciliter l'implantation de programmes. Donc, la plus-value du règlement, c'est de dire, bien, on a déjà des programmes en habitation, il y a des programmes au niveau fédéral, municipal, provincial. Et le règlement, ce qu'il vient faire, c'est qu'en créant une condition à l'émission de permis, bien, il va nous permettre d'amener ces programmes-là dans des quartiers qui sont en transformation, qui sont en densification, qui sont même des nouveaux quartiers qui se créent. Et de cette manière-là, bien, on fait arriver ces programmes-là dans des environnements où ça aurait été difficile de les mettre en œuvre. Donc, on crée des milieux qui sont plus mixtes parce qu'en combinant ces programmes-là, bien, on répond à une diversité de besoins. Je fais quelques petites informations vraiment sur la base du règlement. Donc, c'est les concepts qui vont permettre à ce règlement-là de fonctionner. Puis la première question qu'on peut se poser, c'est ça va être quoi les permis, c'est quoi les projets qui sont visés par le règlement pour une métropole mixte. Donc, d'abord, le premier critère qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'ajout de logement, il faut qu'il y ait au moins 450 mètres carrés de superficie résidentielle qui est ajoutée. Donc, des fois, on fait un agrandissement, par exemple, mais un agrandissement, ça peut être ajouté carrément un nouveau volume qui contient 30, 40, 50 logements à un bâtiment existant. Si on fait ça, on est assujetti parce qu'on est venu ajouter des logements, on est venu ajouter de la superficie. Si on transforme un bâtiment commercial, par exemple, on en fait un bâtiment résidentiel, mais ça va être assujetti aussi parce qu'on est venu ajouter des logements et de la superficie résidentielle. Mais on peut imaginer des cas qui ne seraient pas visés. Par exemple, un projet de rénovation qui ne comprend pas d'ajout de logement, bien ça, ce ne sera pas visé. Ou la conversion d'un immeuble locatif en copropriété, mais ça non plus parce qu'il n'y a pas eu d'ajout de logement, puis il n'y a pas de nouvelle superficie. Il faut vraiment qu'il y ait au moins un nouveau logement, puis au moins 450 mètres carrés. L'autre élément qui est important, c'est que ce règlement-là, il ne fonctionne pas à l'échelle du permis, il fonctionne vraiment projet par projet. Donc, un projet immobilier, ça peut comprendre plusieurs permis. Là, on peut prendre un exemple. Si vous êtes une personne qui demande un permis pour construire une maison de 100 mètres carrés, par exemple. Mais ça, c'est trop petit, ça va être exempté, ça ne rentre pas dans le cadre du règlement. Mais si vous êtes un promoteur, puis votre projet, c'est de faire 5 maisons de 100 mètres carrés contiguës, une à côté de l'autre, mais là, vous êtes en train de faire un projet résidentiel de 500 mètres carrés, donc ça va être visé. Donc, le règlement, ce qu'on a fait, c'est introduire une série de nouveaux concepts. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus parce que c'est des concepts qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la réglementation d'urbanisme. Donc, on a des concepts de projet, d'emplacement, de superficie résidentielle. Essentiellement, ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'on connaît la véritable taille des projets. Parce que quand on a un petit projet, vous faites une démolition d'un ancien garage, vous construisez 20 logements, mais ça, c'est un très petit projet. On ne pourra pas intégrer de logement social abordable familial dans un 20 logements. Ça n'a pas la masse critique, la taille critique. Par contre, si on fait un projet de 200, 300 logements, oui, il y a des opportunités. Mais des fois, un projet de 200 logements, c'est 10 bâtiments de 20 logements construits un à côté de l'autre. Donc, c'était important qu'on soit capable de les considérer comme un seul et même projet. Et c'est ce qu'on est venu faire. Est-ce que c'est moi qui ai allumé ça en appuyant sur un drôle de bouton ou il y a un Citrix? OK. C'était simple.
dernier élément qui vient structurer, qui vient organiser le règlement, c'est la notion de secteur. Donc, on a découpé le territoire de la ville en 5 secteurs. Ce pas des secteurs qu'on retrouve ailleurs dans d'autres règlements, parce qu'en fait, ils sont basés sur les valeurs foncières. Parce que qu'est-ce qui est important pour le règlement? En fait, c'est des secteurs qui servent à calculer des prix, à calculer des montants de contribution puis des montants qu'on donne à des promoteurs en échange de terrain. Donc, c'est vraiment basé sur la valeur des terrains. On est venu agglomérer des terrains en fonction de leur valeur. C'est ça le principe. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le calcul des engagements. Donc, on va faire logement social, abordable, familial. D'abord, quand on parle de logement social, on pourrait avoir un débat sur qu'est-ce qu'un logement social, mais au fin de ce règlement-là, le logement social est défini comme un logement dont la construction est subventionnée par un programme du gouvernement du Québec ou de la Ville de Montréal. Essentiellement, on parle des programmes là, Accès Logis Québec, puis le pendant montréalais, Accès Logis Montréal. Donc ça, c'est logement social au sens du règlement. Et l'engagement du constructeur, ce n'est pas nécessairement de construire et puis d'opérer. Le constructeur n'opère pas le logement social, on s'entend. Son engagement, c'est soit de céder un terrain qui permet de construire du logement ou de réaliser lui-même les logements dans une convention de clé en main. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, comment ça va être calculé? Premièrement, le logement social, c'est toujours calculé en superficie. On ne calcule pas des nombres de logements, c'est toujours des superficies. Puis l'information qu'on veut savoir, c'est quoi? C'est la superficie du projet privé. Donc, vous prenez un projet, on prend un projet de condo de, je ne sais pas, de 10 000 mètres carrés. Okay? On va additionner l'ensemble de tous les logements, de tous les corridors, de tous les halls, les espaces communs, le gym. Okay? Tout ça, ça va nous donner la superficie de plancher. On prend cette superficie de plancher-là, donc on va dire 10 000 mètres carrés, 5 000 mètres carrés. On a 5 000 mètres carrés de plancher privé, bien, on veut 20 de ça en logement social. Donc, le constructeur va céder un terrain à côté qui permet de construire 5 000 mètres carrés de... je me suis mélangé dans mes chiffres. Le projet privé faisait 5 000 mètres carrés. Il cède un terrain qui permet de faire 1 000 mètres carrés de logement social, donc 20 Donc, ce qu'on veut savoir, c'est la quantité de plancher du projet privé, puis on veut faire 20 de plancher en social sur un terrain à côté. Dans certains cas, le constructeur va vouloir réaliser lui-même, construire les logements lui-même. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une forme clé en main. Là. Tout le volet construction, il va être financé par le programme, puis il va être encadré par le programme Accès Logis. Donc, ce que le constructeur fait, c'est qu'il cède un terrain qui permet de construire ces logements-là. Et il ne cède pas gratuitement, il va recevoir un montant qui correspond à peu près à 60 de la valeur marchande du terrain. C'est des montants qui sont calculés en fonction d'un article, en fonction du secteur, etc. Donc, il reçoit un montant fixe. C'est possible de réaliser les engagements à même le projet, c'est possible de le faire un peu plus loin. Là, il y a différents cas de figure. Au centre-ville, il y a un peu plus de flexibilité ici dans votre arrondissement à Verdun. On retient que on va demander de compenser, va faire 22 à la place de 20 donc on l'incite plutôt à le faire sur site. Et il y a un rayon de 2 km dans un rayon autour de son emplacement, là, autour de son projet de 2 km pour réaliser son projet. Finalement, il y a la question des contributions financières. Donc, comme je le disais, il y a beaucoup de petits projets pour lesquels ce n'est pas possible, il n'y a pas d'opportunité d'intégrer du logement social. Quand on parle de logement social, on parle vraiment de projets qui sont détenus par une coopérative, un OBNL ou l'office municipal. Il faut qu'il y ait une taille minimale pour que ça soit viable dans le temps. On parle typiquement de 30 logements là, pour un projet sans ascenseur, 50 avec un ascenseur. Donc, tout ce qui est les plus petits projets de 20, 30, 50, 100 unités, la retombée qui est attendue, c'est plutôt une contribution financière. Puis les plus grands projets, c'est une cession d'immeubles. Donc, il y a un système dans le calcul des contributions financières qui fait que les plus petits projets ont une contribution qui est plus faible pour ne pas les pénaliser. Puis les plus grands projets, bien là, on veut vraiment être dissuasif puis que le montant de la contribution soit très élevé pour ne pas qu'ils choisissent la contribution, mais qu'ils fassent plutôt une contribution en immeuble. Ça fait le tour sur le volet social. Il y aurait 1000 choses à dire, mais je pense que c'est l'essentiel. Le volet abordable. Donc, le logement social s'adresse aux ménages à faible revenu jusqu'au ménages à revenus modestes. Le logement abordable s'adresse aux ménages à revenus modestes jusqu'à revenus moyens. Donc, on est comme un peu plus loin dans la fourchette. Puis, on pense à une diversité de formules, des trucs qui peuvent s'adresser, des logements qui peuvent s'adresser aux étudiants, aux familles, aux accédants à la propriété. Ça peut être autant locatif que de la propriété. Puis, ça repose sur une variété de programmes. Donc, le logement social, on était dans l'univers de Accès Logis Québec, Montréal. Là, on est dans des programmes fédéraux, provinciaux, municipaux qui répondent à ces besoins-là. En gros, là, la plupart, ici, l'exemple n'est pas tellement important, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans la plupart pour la plupart des projets, les exigences en logement abordable, ça va être simplement une contribution financière parce que c'est une exigence qui est vraiment ciblée à certains emplacements, à certains territoires particuliers.
le logement social, c'est partout, mais le logement abordable, c'est seulement à certains endroits. On voit ici, ça c'était au début du règlement. Maintenant, il y a plein d'autres zones là, que je n'ai pas rajoutées un peu partout à travers la ville. Vous reconnaissez l'île des Sœurs en haut à droite, là, sur la pointe nord. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est que quand il y a une modification du plan d'urbanisme qui augmente la densité, qui augmente le potentiel résidentiel dans un secteur, mais ça crée de la valeur sur un terrain. Nous, on ajoute une exigence en logement abordable en même temps. Donc, les promoteurs qui profitent d'une modification du plan d'urbanisme, ils ont un peu plus de marge de manœuvre budgétaire, on va dire. Donc, on est capable de venir exiger un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on vient exiger du logement abordable dans ce cas-ci. Donc, je vais passer là-dessus. Là, il y a différents niveaux de zones de logement abordable. Ça peut être 10 ou 20 Et les promoteurs ont une variété d'options pour réaliser leurs engagements. Donc, ça peut être soit des programmes offerts par le gouvernement fédéral de logement locatif abordable, mais ça peut être aussi le programme que la Ville de Montréal met en œuvre qui fait de la copropriété du condo abordable, dont le prix est contrôlé sur une durée de 30 ans. Donc, on est en bas de on est 20 en bas de la valeur marchande, puis les reventes sont contrôlées à long terme. Ça, c'était le volet abordable. Donc, ce qui est seulement, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est seulement dans certains secteurs, c'est pas partout, c'est lié aux modifications du plan d'urbanisme, ça s'ajoute au logement social. Finalement, le logement familial, ça, c'est très simple. Un logement familial, ça a trois chambres, puis ça a une superficie minimale qui varie selon les secteurs. Donc, on est entre 86 et 96 mètres carrés. Il y a du logement, on a des exigences, là, quand il y a du logement abordable qui est réalisé, on veut s'assurer qu'il y a une part qui est familiale. Mais là, ici, quand on pense seulement au logement abordable privé, là, c'est vraiment simple. C'est au prix du marché. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de contrôle. C'est vraiment juste sur les plans. Le promoteur, il dépose ses plans. On est à même de voir est-ce qu'il y a son pourcentage de logement qui a 3 chambres et qui répond à la superficie minimale. Et l'exigence en général, ça va être 10 là, il y a quelques exceptions, mais ici, dans l'arrondissement de Verdun, ça va être 10 sur l'ensemble du territoire. Donc, des logements qui doivent répondre à ces critères-là. Logement familial, donc très simple. Ça fait le tour le fonctionnement du règlement et les exigences. Si ça soulève plus de questions que ça répond à des questions, on a en ligne un outil de calcul qui est quand même assez intéressant. Vous pouvez inscrire un projet avec une adresse, avec une superficie, puis ça vous donne les engagements qui seraient exigibles pour ce projet-là. Ça, c'est un. Puis deux, on a aussi rédigé tout un guide qu'on appelle notre guide de l'intention des constructeurs, mais si vous n'êtes pas constructeur, vous pouvez le lire quand même. C'est une espèce de manuel d'instruction du règlement qui aide à imaginer si je fais une demande de permis, mais qu'est-ce qui va m'être demandé, puis ça permet de comprendre beaucoup la mécanique. Voilà. Merci beaucoup.